Alors pour démarrer cette première séquence, je vous propose de répondre à une question qu'on me pose parfois. Hem, Quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute et un psychanalyste? Réponse qui n'est pas du tout évidente, a priori. On les regroupe souvent d'ailleurs sous le préfixe de psy. Personnellement, ça ne me paraît pas une très bonne idée de les ramasser ainsi tous dans le même panier, parce que justement cette idée d'équivalence de tous ces praticiens est artificielle et donc fausse ou au minimum incomplète. Il y a des différences, mais elles ne procèdent pas tant du diplôme que chacun aurait obtenu que du parcours de chacun et de son rapport à l'hypothèse de l'existence de l'inconscient. Le psychiatre est un médecin qui a suivi un cursus médical spécialisé, long, lui ayant appris un certain savoir concernant les psychopathologies courantes, les maladies mentales et les troubles du comportement. Ce cursus universitaire l'autorisant à prescrire des médicaments psychotropes, qui marchent donc sur le psychisme. Ces médicaments sont parfois nécessaires, parfois même indispensables, mais dans un certain nombre de cas, ils peuvent s'avérer inutiles et même problématiques, pouvant neutraliser les affects, hein, les émotions, et faire en sorte que, d'une part, bien sûr, les symptômes s'atténuent parce que ces médicaments ont une certaine efficacité, mais d'autre part, que ça assèche les possibilités de questionnement et les envies ou la nécessité de se poser quelques questions sur l'origine même de ces symptômes. Les consultations du psychiatre sont, sauf tarifs spécifiques ou des dépassements d'honoraires, remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie. Les psychologues, pour leur part, ont un cursus spécifique qui intègre une partie de psychologie clinique et une partie de plus en plus importante, semble-t-il, de psychologie, je dirais, scientifique ou neuroscientifique, cognitiviste, avec une grande part accordée aux évaluations quantitatives et chiffrées, ainsi qu'aux thérapies comportementales. Ils ne prescrivent pas de médicaments et leurs consultations ne sont prises en charge que par certaines caisses complémentaires. Selon leur propre parcours personnel et leur orientation intellectuelle et théorique, l'écoute des symptômes sera plutôt orientée dans un sens comportementaliste ou dans un sens psychanalytique en fonction du référentiel, des références sur lesquelles va s'appuyer le psychologue. Précisons qu'il en va de même au fond pour le psychiatre, puisque l'enseignement a priori devrait tout de même avoir une partie qui se réfère encore, espérons-le, à la psychanalyse. La situation des psychothérapeutes est encore différente. C'est une nébuleuse plus complexe, voire parfois clairement trouble, si vous me permettez cet oxymoron. C'est en partie pour cette raison que l'Agence régionale de la santé a essayé de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, si on peut dire, en faisant une liste de praticiens, de psychothérapeutes à exercice réglementé qui répondent à un certain nombre d'attentes de la part de cet organisme, et une partie de praticiens à exercice non réglementé. On les trouve dans des rubriques dès lors différentes dans les annuaires et les pages jaunes. Et il y a les psychanalystes qui sont un peu comme des particules quantiques dans cette galaxie des praticiens du psychisme. En réalité, plus qu'une catégorie elle-même, c'est la pratique de la psychanalyse elle-même qui est électron libre et qui peut être exercée finalement par chacune des trois catégories précédemment décrites, et plus par quelques autres qu'on citera tout à l'heure. Les psychanalystes peuvent avoir demandé un statut de psychothérapeute auprès de l'Agence régionale de la santé ou pas. Ils peuvent être psychiatres eux-mêmes, psychologues, médecins, mais peuvent aussi ne pas du tout provenir du sérail universitaire et médical. Freud appelait ça l'analyse profane. Ainsi, des philosophes, des enseignants, des traducteurs, des femmes ou des hommes de lettres, des théologiens peuvent tout à fait soutenir la fonction de psychanalyste et avoir une écoute et une visée tout à fait pertinentes
par rapport à l'inconscient, alors qu'à contrario, des professionnels bardés de diplômes, et c'est notoire, peuvent être sourds comme des pots. L'écoute demeure en effet une histoire d'audition et demeure un art. Le diplôme, vous l'aurez compris, importe finalement peu, en dehors du cadre des prescriptions médicamenteuses. Ce qui compte, c'est le parcours personnel, les années, espérons-les, suffisamment longues d'analyse personnelle et le rapport du professionnel à des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Alors ces concepts, je ne ferai que les citer ici pour pas alourdir cette séquence avec des définitions trop théoriques. Des concepts qui pourraient d'ailleurs, sans être définis, pourraient être mal compris, sortis de leur contexte, ce qui a d'ailleurs déjà été fait de façon plus ou moins perverse et agressive, afin de discréditer les théories et les pratiques psychanalytiques, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc ces concepts, évidemment, mériteraient d'être définis, on pourra le faire dans d'autres séquences. Citons-les simplement, c'est donc le rapport du professionnel à ce qu'on appelle le transfert, les registres imaginaires, symboliques et réels, la défense contre le manque, contre la castration, l'idéal, la jouissance, le fantasme, le désir, bref, des éléments de théorie psychanalytique. Tous ces concepts-là, qui sont, je l'ai dit, fondamentaux pour la psychanalyse, font qu'on écoute la parole du souffrant, selon l'expression de Lacan, avec des oreilles particulières, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre les choses uniquement qu'au pied de la lettre. Ces symptômes ont évidemment une réalité factuelle, concrète, souvent très problématique, mais tout se passe comme s'il s'exprimait sur un niveau qui n'est pas univoque. C'est comme s'il y avait un deuxième étage, on pourrait dire, qui existe et qui fonctionne en même temps. Ce deuxième étage, c'est justement l'étage inconscient. Celui-ci, si on n'en a pas fait l'expérience personnelle, si le professionnel ne l'a pas traversé, il n'y a aucun moyen de pouvoir suivre un fil à peu près assuré et repérer une direction dans ce que déplie celui qui vient parler. Il y a à cet égard une formule qui me plaît beaucoup et qui dit que le psychanalyste serait un guide qui suit. Alors, c'est une formule un peu curieuse, et si on se donne un petit peu la peine de l'entendre, il y a tout de suite un paradoxe qui apparaît. Un guide qui suit. Un guide de montagne ou de randonnée, par exemple, c'est un type qui précède. Là, c'est un guide qui suit. Comment est-ce possible ? Eh bien, parce qu'il a la connaissance de l'existence de l'inconscient, mais par contre, il devrait se garder de penser connaître à l'avance le chemin que va suivre chaque personne pour y arriver. C'est toujours du sur-mesure, ce n'est pas du tout du prêt-à-porter avec des modes d'emploi et des manières de fonctionner qui conviendraient à tout le monde, comme trop d'approches thérapeutiques le laissent croire. On peut faire un parallèle avec l'interprétation des rêves. Vous savez qu'il existe pléthore de livres de vulgarisation qui disent que si vous rêvez de ceci ou de cela, cela signifiera ceci ou cela. C'est évidemment assez ridicule. Ça ne tient pas à l'expérience clinique. On continue encore toujours à analyser les rêves comme l'a découvert Freud en 1900, malgré toutes les technologies qui voudraient en percer numériquement ou scientifiquement les mystères. De la même façon que la théorie de la gravitation einsteinienne est toujours aussi incontournable dans notre compréhension des lois physiques de l'univers, de même, la découverte freudienne du travail du rêve n'est toujours pas périmée et pas prête de l'être. On consacrera au rêve, j'espère, une séquence spécifique. Il y a un chemin par personne, où, comme le disait un jour un analysant à son propre propos, et en faisant un pied de nez à son narcissisme, il m'a dit « je me rends compte que je suis absolument unique, comme tout le monde ». Donc ce guide ne peut que suivre, au fond. Il peut accompagner, mais en aucun cas précéder. Sinon, ça devient une espèce de coach, de gourou. Et là, on se gourre. On se gourre où, je ne sais pas vraiment, mais on se gourre, c'est sûr. Ce qui
ne doit pas, malgré tout, laisser de côté quelque chose qui serait de l'ordre du soutien. C'est d'ailleurs tout l'objet des psychothérapies dites de soutien. Là, il s'agit certes d'accompagner, pas non plus réellement de précéder, mais d'être là suffisamment prêt pour soutenir un moi ou des failles narcissiques trop douloureuses. Dans ces cas-là, une approche psychanalytique avec un petit peu plus de distance ne pourrait venir que secondairement. Alors oui, je disais, on se gourre où oui, parce que notre inconscient est aussi facétieux. Il est tissé par des mots avec lesquels on peut jouer. Jouer pour rien, mais aussi pas pour rien. Il ne s'agit pas de jeux de mots maniaques comme ça ou stériles, mais parce que la structure équivoque, ce qu'on appelle la polysémie, plusieurs sens différents inclus dans nos mots, ont des effets spécifiques quand on les souligne, des effets qu'on appelle de coupure. Le pétrissage des mots, les liens qu'ils nouent et leur découpage à certains endroits peuvent avoir des effets tout à fait intéressants et étonnants au cours d'une analyse. C'est pour ça que le psychanalyste se tait souvent et quand il dit quelque chose, eh bien, peut-être que ça vaut la peine d'y prêter l'oreille. Ceci dans des effets qu'on appelle d'après-coup, c'est-à-dire que ce n'est pas instantanément comme ça au cours d'une séance où quelque chose arrive comme une révélation, ce sont aussi des vagues qui produisent petit à petit des effets d'après-coup et de dynamique comme des rouages qui se remettraient à tourner. Mais une psychanalyse, évidemment, n'est pas non plus un long fleuve tranquille qu'on parcourt la fleur au fusil avec un sourire béat. Il y a souvent des périodes d'inconfort, parfois même de grande pénibilité plus ou moins récurrentes dans les séances. Les gens disent parfois qu'ils parlent, certes, mais qu'ils ne savent pas du tout où ils vont. Et bien entendu, ils ont raison, comment pourrait-on le savoir à l'avance ? Et l'analyste ne le sait pas réellement non plus. Il sait que le chemin à pratiquer existe, qu'il est tortueux, caillouteux, en pente douce ou raide, semé d'embûches, mais que c'est un chemin qui ne mène pas n'importe où. On ne parle pas en vain, et tant qu'on parle, on avance. Cette formule-là, je la dois à mon analyste il y a maintenant bien longtemps. Au début, quand il me l'a dit, je me suis dit que c'était un petit peu facile, peut-être un peu du pipeau, ce truc. Et je dois dire qu'à posteriori, avec maintenant beaucoup d'années de recul, elle m'apparaît comme absolument juste. Alors voilà, j'ai essayé de vous brosser un portrait un peu rapide des différences qui m'apparaissent entre ces quatre appellations des psys, de l'univers des psys. J'espère vous avoir un tout petit peu éclairé ou vous avoir donné des éléments de réponse et du grain à moudre pour que vous vous fassiez votre propre opinion et pourquoi pas réagir à cette chronique. Merci de votre attention et belle journée à vous. Au revoir.